Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la troisième étape du Tour du Pays Basque. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, une journée qui a été très animée. Alors, il n'y aura pas de résumé aujourd'hui, il y avait tellement de trucs là, ça a attaqué dans tous les sens dès le début de journée. Alors voilà, il y avait Armirail, il y a eu tellement d'attaques, tellement de groupes que c'était vraiment illisible. Et en plus, moi je regardais à la fois la région Pays de la Loire, Tours, où il se passait beaucoup de choses. Là, il y avait trop. Il y en avait trop, vraiment. Ça a été une belle journée de cyclisme, mais c'est vrai pas la journée la plus lisible parce que énormément de groupes. Un final mouvementé. On y reviendra, bien entendu, parce qu'on parlera d'un coureur. Il y aura des choses à dire sur ce final, vraiment. Encore une fois, et encore des choses à dire, malheureusement. Et puis, donc voilà, pas de résumé de toute la journée, parce que encore une fois, il s'est passé énormément de choses aujourd'hui. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et puis, plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, et bien plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Allez, on commence tout de suite avec l'étape du jour. Donc comme je disais, une étape qui a été énormément mouvementée, notamment avec Bruno Armirail. On a eu également Clément Berthet aussi, un petit peu Léo Bizio même, du côté de la Décathlon AG2R qui s'est montré. Mais c'est vrai que ça a été très animé parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, notamment en début de journée. Parce qu'en fait, il y avait les échappés n'arrivaient pas véritablement à se former. On a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de groupes, et Armirail s'est retrouvé tout seul en tête de la course, mais en fait il y avait toujours des groupes qui attaquaient derrière. Je crois qu'au maximum l'échappée a dû avoir 1 minute 20, 1 minute 30 d'avance aujourd'hui, ça a été Armirail. Je crois que ça a été le grand maximum qu'un coureur a réussi à avoir d'avance sur Charman aujourd'hui. Parce que tout le temps, il y a eu des attaques perpétuelles. J'ai même oublié de regarder la moyenne aujourd'hui. Mais la moyenne, elle doit être sympa pour une étape comme ça, avec 3000 mètres de dénivelé positif. Ouais, 41,6 de moyenne. Ça a bien charbonné. Hein. Alors, je sais bien que l'étape était courte, mais ça a très bien charbonné aujourd'hui du côté de la course. Donc, ça a été très animé et il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir sur le final. Sur le final, il s'est encore passé quelque chose. Bah oui, avec Alex Arambourou. Alors on parlera un peu plus tard d'Alex Arambourou, parce qu'on va quand même parler de sa journée. Ouais, en fait, il y a un problème pour moi. De base, j'aurais dit déclassement d'Arambourou. Oui, parce que il gagne quand même un petit peu de temps dans l'affaire. Parce que vous avez une barrière, parce que vous avez le rond-point qui est fermé. Donc en gros, ça peut être dangereux ce qu'il a fait. Parce que imaginons bien qu'il y a un mec de la sécurité qui soit à cet endroit-là, ça peut être très dangereux. Donc pour moi, il doit être déclassé. Parce que en gros, il gagne un petit peu de temps. C'est vrai que s'il n'avait pas gagné de temps, il y aurait eu encore plus le débat. Mais parce que s'il gagne pas de temps, c'est vrai que c'est toujours un petit peu problématique. Là, il fait quand même une chouille moins de chemin. Alors, il gagne pas 40 secondes dans l'affaire. Hein. Il doit gagner peut-être 2 secondes, 3 secondes, mais il gagne. Il y a un gain. Donc, à partir du moment où il y a un gain, il y a un problème. Et du côté de ce rond-point, donc qui était fermé. Moi, il y a quand même un truc qui me pose problème dans cette affaire. Vous allez le voir tout de suite. Je vous le montre à l'écran. Ça, c'est le roadbook de la course. Alors, le roadbook de la course, bah, si vous regardez, c'est le rond-point vraiment qu'on a vu aujourd'hui. Donc ça, c'est le dernier rond-point. Voilà. Le dernier rond-point, il indique passage par la droite et pas par la gauche. Il faut savoir que sur le roadbook, l'itinéraire horaire, il y a très peu d'infos sur l'itinéraire horaire. Donc en gros, ils vous disent entrer dans la commune, sortir dans la commune, pas plus. Donc là, c'est difficile à savoir. Par contre, sur la carte, là, on nous indique ça.
C'est là où il va y avoir quand même contestation et débat potentiel, hein, du côté notamment d'Aramburu et du côté de la Cofidis, parce que ça veut dire que normalement, le rond-point, on devait le prendre par l'autre côté. Et peut-être qu'Aramburu a été surpris. Alors c'est vrai que vous avez un signaleur, vous avez des barrières jaunes qui vous indiquent de passer par la gauche. Mais c'est en contre-indication avec ce qui est indiqué sur le roadbook. Alors la grande question est de savoir si au briefing avec les managers, la veille au soir, il faut savoir qu'il y a un briefing avec les managers, un briefing sécurité, est-ce qu'on a indiqué aux équipes qu'au final, on passerait plus par la droite du rond-point, mais par la gauche du rond-point? Mais si ça n'a pas été indiqué, et qu'imaginons qu'il n'y a pas eu de véhicule de la Cofidis qui soit passé par cette zone-là, qui soit arrivé par l'autre côté, je ne sais pas comment on est arrivé sur le site d'arrivée du côté des véhicules, est-ce qu'on est arrivé par la route de la course ou est-ce qu'on est arrivé par l'autre sens? Il se peut qu'il n'était pas au courant. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question quand même du déclassement, parce que là, il y a quand même un problème. Et ça, c'est la question de l'organisateur. Après, vraiment, le débat va se poser sur est-ce que cette information-là, qui était de passer par l'autre côté, a été transmise. Parce que Aramburu est le seul coureur des top coureurs à faire cette erreur-là. Donc, est-ce qu'il a eu l'information? Mais il semblerait qu'il ait été surpris. Voilà. Après, c'est peut-être le manager de la Cofidis qui n'a pas remonté une information qui avait été donnée par la direction de course. Moi, de toute manière, je suis pour que les briefings soient distribués, enfin, soient faits aux coureurs et pas aux managers. Parce que ça fait un peu le téléphone arabe, hein. Vous avez une perturbation en plus. À partir du moment où il y a un relais dans la transmission d'un message, il y a une perturbation potentielle en plus. Donc moi, je serais pour qu'on fasse directement ça aux coureurs et qu'en plus, ça sensibilise un peu plus les coureurs peut-être à la sécurité et au défi d'organiser une course. Mais là, je me dis qu'il y a quand même un souci dans cette affaire avec Alex Aramburu. Alors, il faut voir aussi que 2 ronds-points avant, il a Almeida dans la roue et Almeida se rate dans une sortie de rond-point. Donc, est-ce que ça l'a perturbé? C'était 700-800 mètres avant. Est-ce que ça l'a perturbé à ce moment-là? Mais il se retrouve à prendre le rond-point du mauvais côté et lui, il prend le rond-point comme ce qui était indiqué sur le roadbook. Alors, il faut savoir que le roadbook, il est fait, cette carte-là, elle a été faite peut-être il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Donc, il peut y avoir des changements de dernière minute. Est-ce que ces changements d'information ont été bien transmis au manager et ensuite au coureur? Ça, c'est la grande interrogation du côté d'Alex Aramburu. Allez, on regarde tout de suite les différents coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top du jour, Romain Grégoire. Bah oui, hein, vainqueur aujourd'hui, Romain Grégoire. Ça va faire du bien la Groupama FDJ. Hein. On le rappelait, mais la Groupama est un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Pas forcément des grands résultats. C'est vrai que c'était difficile. Alors hier, on avait vu Thibaut Gruel, qui avait déjà pris une belle 4e place pour ce jeune coureur de 20 ans. Là, aujourd'hui, on retrouve Romain Grégoire, qui avait déjà fait un bon contre-la-montre. Hein, Romain Grégoire hier, lundi plutôt, du côté du contre-la-montre. Donc ça va lui permettre de gagner des petites secondes de bonification. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, du côté de Romain Grégoire, qui rentre désormais dans le top 10 du classement général. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui, du côté de Romain Grégoire. Et puis, c'est sûr que pour le coureur français, c'est un bon résultat. 2e victoire pour lui sur ce Tour du Pays Basque. Il avait déjà gagné l'an dernier sur cette épreuve. Donc ça fait déjà 2 victoires World Tour pour un coureur qui a 8 victoires en carrière désormais. Du côté de Romain Grégoire, et puis il confirme son statut de puncher avec une bonne pointe de vitesse. C'est vrai que Romain Grégoire, c'est un puncher, mais avec une très bonne pointe de vitesse, un peu comme Paul Lapera, et il confirme aussi qu'il est en grande condition physique, parce qu'il fallait tenir dans le 2e groupe. On voit que beaucoup de coureurs n'ont pas réussi à tenir la cadence sur une étape, encore une fois, qui a été très rapide.
Alors on peut noter aussi qu'il a été très bien entouré par Guillaume Martin, mais également Clément Braz Afonso, qui fait un bon début de saison, parce qu'on le voyait déjà lors de la deuxième étape. Hier, il avait été très bon. Clément Braz Afonso, coureur qui était l'an dernier du côté de la CIC. Et du côté de Romain Grégoire, oui, il profite de Aramburu. Alors, il dit c'est une victoire un petit peu particulière. Bah oui, parce que sa première victoire de la saison, c'était sur la Faune Ardèche Classique, avec déjà un souci de rond-point. Alors là, les coureurs s'étaient trompés. Là, il n'y avait pas de souci à avoir. C'est-à-dire qu'on était passé 3 fois au même endroit du côté de la Faune Ardèche Classique. Mais c'est sûr que ça va lui faire tout drôle parce que les 2 fois, la victoire, elle est un peu bizarre, quoi. C'est pas. Je pense qu'il doit encore se dire dans sa tête, j'ai pas encore vraiment gagné cette année. C'est pas une vraie victoire parce que Aramburu aujourd'hui était le plus fort, était costaud. Du côté de Romain Grégoire, même si c'est une belle journée, encore une fois, il a fait une belle course aujourd'hui. Romain Grégoire, il était pas le meilleur aujourd'hui. Il était dans le deuxième groupe. Il était troisième normalement. Après, Almeida sera dans un virage. Bon, peut-être aussi que s'il y avait eu 2 coureurs devant, on s'en serait peut-être un petit peu regardé entre Aramburu et Jean Almeida. Mais du côté de Romain Grégoire, c'est une bonne opération pour le classement général. On sait qu'il est capable de faire de bonnes choses dans ce classement général Romain Grégoire, qu'il est capable d'être dans le top 10, ce qui ferait des points UCI, ce qui ferait une belle satisfaction pour cette formation. Et puis ça commencerait à le mettre en confiance pour l'Amstel, pour la campagne des Ardennaises. On sait qu'il a des ambitions à 22 ans. Romain Grégoire s'est un petit peu planté l'an dernier sur la Flèche Wallonne, dans des conditions atypiques, quand même, la Flèche Wallonne l'an dernier. Voilà, Romain Grégoire voudra se refaire la cerise sur cette épreuve. Et puis, ça reste une belle journée, quand même, pour le coureur français. Donc, il peut être très satisfait de lui aujourd'hui. Deuxième coureur top, je mets quand même Aramburu. Même si c'est sûr qu'en termes de points UCI, Cédric Vasseur va faire la mauvaise tête parce qu'il passe de 50 points UCI à 1 point UCI pour Alex Aramburu aujourd'hui, vu qu'il est classé en dernière position du groupe et qu'il n'était que 10 dans ce premier groupe. Avec ce déclassement, il n'est pas disqualifié parce qu'il aurait pu être disqualifié. Encore une fois, passer du mauvais côté de la route, s'il y avait eu des spectateurs, il pouvait être disqualifié. Après, je ne sais pas s'il a pris un carton jaune à Aramburu. J'ai pas encore cette info. Peut-être que vous l'avez, vous, au moment où vous voyez cette vidéo. Je pense que de toute manière, il a une amende en francs-suisses. Du côté d'Aramburu, il était très fort aujourd'hui. Moi, j'ai eu peur à un moment, je me suis dit, il en fait trop. Parce qu'on le voyait attaquer régulièrement. C'est vrai que quand il revient sur les hommes qui étaient partis un petit peu à l'avant, notamment Romain Grégoire, on avait également Charman. Je me dis, il contre tout de suite alors qu'il aurait dû un petit peu essayer de récupérer. Je me dis, si sur le sommet il ne peut pas suivre, il va peut-être avoir des regrets. Et c'est vrai que quand Almeida part, je me dis, il en a fait trop, et il va pas s'en sortir. Sauf qu'il arrive sur une petite rampe à ressortir, mais vraiment de manière très impressionnante à Aramburu. Et après, dans le final, vous voyez, il y a ce rond-point qui lui fait gagner un petit peu de temps. Ça, c'est clair et net. Ça lui fait gagner 2 secondes, je pense, 2-3 secondes. Du côté de Aramburu, il faut respecter le parcours. Après, la grande question est de savoir encore une fois ce problème de roadbook et de carte au niveau du roadbook. Mais c'est la journée... Enfin, vous savez que moi, je suis pas un grand fan d'Aramburu. Un grand fan d'Aramburu. C'est-à-dire j'ai souvent été déçu par Aramburu. C'est la première fois de toute sa carrière où il m'impressionne. C'est la première fois où je me dis, Aramburu, waouh! Là, ce qu'il a fait, c'est du costaud. Jusqu'à maintenant, Aramburu, je me disais, moi j'aime bien, moi, comme ça un peu, Aramburu. C'est parti des coureurs où, par exemple, j'avais été impressionné par Covey, si tu vois, sur ce profil-là de coureur, beaucoup moins par Aramburu. Alors peut-être que j'étais pas tombé sur les bonnes courses avec Aramburu, mais c'est vrai que c'était un coureur, je vous le disais régulièrement, il a souvent fait partie des flops, Aramburu. Je disais, peut-être parce qu'on me l'a survendu à un moment, mais à chaque fois je faisais, moi. Comme ça, au mieux c'est de moi. Voilà, du côté d'Aramburu. Et là, aujourd'hui, j'étais comme ça, quoi. J'étais
Ah, c'est vraiment Aramburu qui fait ça? C'est pas Pello Bilbao? Ah non, non, c'est Aramburu, c'est Aramburu. C'est pas Pablo Castrillo? Non, non, c'est Aramburu. Impressionnant quand même dans le final, hein. Il a été très très costaud, hein, très solide, hein. Aramburu, on l'avait rarement vu à ce niveau-là, quand même. Il faut bien le dire, moi je l'avais jamais vu être aussi performant que ça dans un final. Enfin là, il a été très solide. Très 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 solide. Alex Aramburu, là, il peut être fier de ce qu'il a fait aujourd'hui quand même. Alors oui, il va y avoir la déception du résultat parce que bon, bah, il perd une victoire et il va l'avoir mauvaise, hein, forcément, parce que pour lui le déclassement va être, je pense, injuste. Mais en termes de performance physique, vraiment, il a été très solide. Un autre coureur solide, Charman. On a retrouvé Charman. On a retrouvé Charman. On a retrouvé le Charman qui était costaud sur l'Amstel Gold Race. On a retrouvé ce Charman-là. Ce Charman qui avait disparu ces derniers temps chez Bora. Voilà. Il avait disparu, Charman. Mais comme le disait très bien Bourman, j'ai vu une interview de Bourman où il disait « J'ai fait 7ème du Giro chez Bora. Personne n'en avait rien à branler. » Il disait chez Bora. Tout le monde s'en foutait que j'ai fait 7ème du Giro. Et il disait si je fais 7ème du Giro avec la Cofidis, bah, tout le monde sera presque en admiration devant ça. Il dit c'est la différence quand tu es dans une grosse structure comme ça. Et c'est vrai que Charman, c'est des coureurs, Bourman, Charman, ils sont arrivés à peu près au même moment. Alors Bourman, c'est un pur produit Bora, Charman moins, parce qu'il est passé chez Quick-Step dans ses jeunes années. Mais ils sont arrivés vers 2017-2018. Ils sont arrivés à un moment où Sagan était encore le leader de l'équipe. Où on avait les yeux que pour Sagan. C'est encore la période où on avait les yeux que pour Sagan. Et avec Bourman, avec Charman, c'est eux qui ont inculqué cette culture des résultats sur les grands tours. Des résultats au général sur les grands tours. Avec aussi un petit peu Patrick Conrad, par exemple, du côté de cette formation. C'est eux qui ont eu les premiers résultats sur les grands tours. Et qui ont permis aussi le retour du cyclisme allemand. En passant. Qui était quand même un petit peu dans un ventre mou. Depuis surtout le départ de Kittel et puis de Genkolb et sa blessure. Et bah après on les a enfin voilà, ils ont complètement disparu. Charman il gagne quand même 2 fois Paris-Nice. T'as l'impression que en gros tout le monde s'en foutait quoi chez Bora, ce qui est un peu terrible. Et là de le revoir à ce niveau-là, ça me fait vraiment plaisir parce que on voit que parfois je dis changer d'équipe ça fait du bien. Bah Charman c'est totalement ça. Changement d'équipe, alors ça lui a fait un bien fou hein, à Charman. Et surtout ce qui est intéressant avec Charman, c'est qu'avec Maximilian Charman, j'allais dire Emmanuel, c'était pas Emmanuel. Ce qui est intéressant avec Charman, c'est qu'aujourd'hui on a revu un coureur puissant. La base de Charman, moi ce qui m'a toujours impressionné avec Charman, c'est cette puissance. Pour un coureur comme ça qui est plutôt sur un profil grimpeur, puncher-grimpeur, c'est pas un coureur qui a du punch, mais c'est un coureur qui a une puissance phénoménale. Et en gros, vous essayez de le suivre, au bout de 500 mètres, vous explosez. Et là on a vu, dans la montée finale notamment, à un moment il accélère. En gros, Romain Grégoire est le seul quasiment à pouvoir suivre. Et avec un peu Terrada, et quand tu regardes Terrada, il a peut-être regretté ensuite, mais en gros, personne n'arrivait à suivre la cadence de Charman. Et il a été intelligent aussi dans sa manière de courir. Il a réussi avec Lipovitz à faire une alliance pour piéger UAE. C'est quand même là intéressant ce qu'on a vu aujourd'hui. UAE a été piégé. UAE était fort, mais UAE a été piégé. UAE n'a pas très bien couru collectivement, mais il faut le dire aussi que Charman et Lipovitz se sont un petit peu alliés pour tenter de piéger UAE. Et ça, je le dis depuis longtemps, hein, mais si vous voulez piéger une équipe très forte, bah, il faut s'allier avec des adversaires au bout d'un moment. Hein. Il faut trouver des intérêts communs, ce qu'on n'a pas suffisamment dans le cyclisme moderne. Et bien là, Charman l'a fait, et ça a très bien marché. Vraiment, ça a été très intéressant, leur manière de courir dans le final. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont réalisé. Donc vraiment une très très belle course du côté de Charman. Et je me dis, l'Amstel arrive. Pour moi, c'est typiquement un coureur Amstel, Charman.
Alors c'est vrai qu'avec le retour du Koberg dans le dernier tour, les schémas de course qu'on avait ces dernières années s'annulent. Parce que je pense que tout le monde va attendre le Koberg, malheureusement. Surtout que c'est pas la dernière bosse la plus intéressante, c'est pour le mur de vie. J'ai peur qu'on attende un petit peu trop le Koberg. Ce qui je trouve est une erreur, mais bon. Je me dis, Sharman, c'est un coureur puissant, pas forcément le favori, mais en sachant que du côté de Quick-Step, on va avoir plusieurs cartes. Il y aura aussi Mauri Van Sevenant qui a fait 4e l'an dernier. Je pense qu'ils auront 2-3 cartes du côté de la Soudal Quick-Step. Ce ne seront pas les archi-favoris. Je vais peut-être mettre une pièce sur Sharman. On verra quels seront mes favoris sur l'Amstel, mais il y aura peut-être une petite pièce voilà, sur Sharman, parce que je me dis... coureur intéressant Sharman et coureur qui peut nous faire des très très belles choses sur cette épreuve. Donc on suivra ça attentivement. Et puis je termine quand même avec Decathlon. Ouais, j'ai bien aimé leur journée du côté de Decathlon. Alors ça marque pas beaucoup de points. Quoique Clément Berthet fait quand même une bonne place aujourd'hui, fait 14e. Moi j'ai bien aimé le petit Léo Bizio qui était dans le groupe Sharman parce que c'est un coureur qui est très jeune. Léo Bizio il a 20 ans seulement, hein. Il vient d'arriver dans l'équipe Decathlon, il était dans l'équipe de développement, mais c'est un coureur qui a fait 4e l'an dernier du Tour de l'Avenir où il y avait quand même du beau monde. Il a été présent sur les 2 grands tours, donc c'est vraiment un grimpeur un peu à la Romain Bardet. C'est un peu un grimpeur asperge quoi. Et c'est un tout longiligne, tout fin, 1,81, 58 kg, donc c'est vraiment tout fin. Lui, il avait repris sur Paris-Camembert, il a repris très tardivement, parce qu'il va faire la Vuelta. Hein. Il avait fait 5e de Paris-Camembert, il va faire le Tour de Romandie là en avril, et puis ensuite le Tour de Suisse. Et c'est vrai qu'il a été très efficace sur Paris-Camembert, dans ce groupe avec Paul Sexas notamment. Et puis après, Tour du Pays Basque, très solide là aujourd'hui. Bruno Armirail, pas de chance pour lui parce que les jambes sont pas mauvaises du côté de Bruno Armirail, mais sur les chronos pour le moment ça se voit pas parce que c'était lundi ça s'est pas vu, et ça fait plusieurs fois qu'il prend des échappées sur des journées où en gros tu sais que l'échappée va pas aller au bout parce que ça attaque un peu dans tous les sens. C'est un peu dommageable pour lui, mais je dirais que là encore, il montre qu'il est présent. Et puis Clément Berthet, hein, qui était à l'attaque devant, qui a réussi à faire craquer quand même Marc Solé, et ça c'est pas anodin de faire exploser Marc Solé, qui a été très bon aujourd'hui aussi. Donc j'irais un beau collectif du côté de la Décathlon. Ça n'a peut-être pas marqué beaucoup de points, mais on les a beaucoup vus et j'ai bien aimé leur manière de courir. Donc on verra comment ça se passera dans les jours à venir du côté de cette formation. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des flops de la journée, les bonnets d'âne. Thibaut Nice, on l'a pas vu aujourd'hui. Thibaut Nice. Vous savez, je me disais, tiens, aujourd'hui, on en avait parlé un petit peu dans mes favoris de l'étape. J'avais dit Thibaut Nice, c'est un type de parcours qui lui convient. Il peut être très solide, le Belge, mais non. J'ai l'impression que Thibaut Nice, quand même, il choisit un petit peu ses courses. On en parlait un peu hier dans les commentaires d'Ethan Hater, on disait, c'est vrai que en gros Ethan Hater, je sais plus qui marquait dans les commentaires, ses jours de course sur la route, c'est entre 2 épreuves sur piste, c'est pour qu'il soit en forme sur la piste. C'est pas faux, même si je le trouve même moins performant sur la piste qu'à une époque, surtout du côté de l'élimination, du côté des Tanators, parce qu'il était très fort sur l'élimination à une époque. Malgré la manière de courir des Britanniques, qui m'énervera toujours de rester en tête du groupe, il arrivait à gagner des éliminations comme ça, ce qui est quand même assez extraordinaire. Mais Thibaut Nice, moi j'ai l'impression qu'il choisit un peu ses jours de course, c'est-à-dire que quand il a envie, il fait le job. Et puis quand il n'a pas envie, ou quand c'est pas un réel gros objectif, il le fait pas à 100%. Là, quand tu vois que Zingley, Axel Laurence, Romain Grégoire, notamment, gagne aujourd'hui à Rambourou Pass, il n'est pas moins bon que ces coureurs-là. Il est aussi talentueux, voire plus que ces coureurs-là. Donc normalement, ça doit passer. Alors à part s'il est malade, et qu'on n'aurait pas l'information du côté de Thibaut Nice, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a peut-être pas fait la course à fond. Ce qui me dérange un petit peu. Voilà, parce qu'on sait que c'est un coureur qui est talentueux, Thibaut Nice, mais
Tu vois, il y a des coureurs comme ça qui choisissent un peu leur genre de course. Ils arrivent rarement à être performants sur la durée. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Quand t'es bon, tu gagnes n'importe quelle course. Voilà. En gros, si t'es bon, tu gagnes. Tu choisis pas un jour, là je vais être performant et puis bon, je vais me le réserver pendant 5-6 jours entre deux gros objectifs. Je trouve ça un petit peu dommageable. Surtout que du côté de la Lidl Trek, il n'y avait pas forcément une autre carte, à part Skelmoseux, mais on aurait pu en plus... Enfin, le fait de mettre Thibaut Nice à l'avant, c'est vrai que Skelmoseux s'est retrouvé quasiment tout seul pendant 30 bornes, hein, 30-40 bornes, alors que s'il y avait eu Thibaut Nice avec lui, bah, ça aurait été bien en cas de souci pour Skelmoseux, ah bah, il y avait Thibaut Nice à côté, ça aurait été pas mal. Bon, on passe à une équipe qui était en surnombre, elle, et pourtant ça lui a pas vraiment réussi, c'est la UAE. Ils se sont fait complètement piéger par Lipovic et Charman quand même. Hein. Alors, je pense que, bon, Marc Solé, le fait de partir dans le petit groupe à 3, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Après, on sait, hein, Marc Solé, très généreux dans l'effort. Souvent trop généreux dans l'effort. Ça fait partie de ses défauts du côté du coureur espagnol. Mais par contre, alors moi j'ai trouvé Del Toro aux fraises aujourd'hui. Alors certes il roule, mais je trouve qu'il explose quand même très vite, Del Toro, dans ce groupe-là. Et en fait, Almeida, il s'est retrouvé seul. C'est-à-dire, ils étaient en surnombre, ils étaient 4, et en fait, Almeida, il s'est retrouvé seul. Et comment, quand tu es en surnombre, tu peux te faire piéger comme ça par Charman et Lipovic. Charman, il avait que Van Wilder, et Lipovic, bah, il est parti avec Vlasov en plus. Et ils sont pas partis seuls, ils étaient 7-8, hein. Il y avait Bizot également dans ce groupe-là. Enfin, c'est pas parti en plus avec forcément les plus costauds du groupe. C'est-à-dire, comment on a réussi à se faire avoir à ce point-là? Bah, je reste un peu quand même sur le cul. Alors certes, il y a deux coureurs qui ont réussi à s'entendre, parce que pour moi, Lipovic et Charman, il y a eu discussion à un moment pour que ça soit coordonné, mais UAE, ils se sont fait avoir comme des bleus, quoi. Et encore une fois, on retourne quand même un petit peu sur cette ritournelle depuis le début de saison. Quand il n'y a pas Pogačar, ça court pas bien. Je pense que, autant quand il y a Pogačar, on arrive à limiter la guerre d'ego, parce qu'en gros, on dit tout pour Pogačar, et en gros, comme Pogačar est au-dessus du lot, ça passe. Par contre, quand c'est Almeida, quand c'est Juan Ayuso, quand c'est Adam Yates, j'ai l'impression qu'on a plus de mal à se mettre au service de ces coureurs-là, et que des fois on rechigne un peu à la tâche, ou on court pas de manière forcément intelligente en se disant bon, de toute manière après les autres ils feront le job. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a dans certains cas du mal à gérer les égos chez UAE. Ça c'est un peu le problème, hein. Quand tu as autant de talent, au bout d'un moment c'est difficile de dire à un mec qui est talentueux tu seras équipier, hein. Forcément c'est pas toujours très bien vu, et je pense que c'est le problème du côté de UAE. Donc c'est dommage, hein, parce que ça a été difficile à gérer aujourd'hui, hein, je trouve, hein. Ça a été ils ont un peu souffert du côté de la UAE, alors qu'ils étaient plutôt dans une situation favorable. Terrada, c'est bizarre, Terrada. Je pense qu'il en a trop fait. Il en a trop fait parce qu'il était très très bien au pied de la dernière bosse. Il était dans un bon groupe, il faisait vraiment du bon job, et puis il finit dans le groupe à 49 secondes à l'arrivée. Il finit un petit peu loin quand même, Harold Terrada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté du coureur colombien? Est-ce qu'il a souffert d'une fringale sur la fin, un petit souci physique du côté de ce coureur? Mais c'est vrai que normalement, on sait que c'est un coureur qui arrive à s'en sortir dans ce genre de situation. Et surpris de le voir comme ça, distancé. Puis dans un groupe, Terrada, il est dernier du groupe à 46 secondes. Hein. Donc il a deux doigts même de se faire éliminer, on va dire, du côté de Terrada. Enfin, de se faire éliminer, de se retrouver même encore 10 secondes plus loin. Donc assez surprenant du côté d'Harold Terrada, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait une belle course, mais il explose dans le final, et c'est dommage pour Astana. On marque pas de points aujourd'hui
parce que Champoussin est également dans le groupe à 49 secondes. Donc ils ont dû se prendre une cassure et ils ont vraiment explosé. Voilà, c'est dommage, ils sont dans le groupe Alaphilippe avec Jordan Jegat. Mais ils ne sont pas dans le groupe des leaders. Groupe des leaders où il y a Steph Kras, passant, qui a fait une très belle journée. Et Kelderman aussi, le Visma Leasebike, qui a réussi à s'en sortir. Là, bonne nouvelle pour ces cours-là. On poursuit et on termine avec Ineos. Eh oui, on a rarement vu une équipe aussi faible. Alors déjà ce matin, Caleb Ewan n'a pas pris le départ. Après, il l'avait dit, il n'y avait qu'une seule étape qui lui correspondait à Caleb Ewan. Donc en gros, il a fait sa journée et puis voilà, il en a pas fait plus. Mais c'est vrai que quand on regarde quand même l'équipe au départ du côté d'Ineos, on a rarement eu une équipe aussi faible, je pense, depuis la première année de la Sky. C'est-à-dire qu'au départ, Fraile, Hajduk, Langelotti, en gros, c'était 3 meilleurs grimpeurs. Léonard, on sait que c'est un rouleur. Et puis, Caleb Ewan, c'est sprint. Puccio, c'est un équipier. Mais c'est vrai que se dire que Fraile et Langelotti, c'était 2 meilleurs coureurs de l'équipe, c'est sûr que ça fait un peu mal. Alors, je ne peux pas vous donner leur classement parce que avec le déclassement de Aramburu, ils mettent beaucoup de temps à arriver, les 18h50, et j'ai toujours pas les classements, j'ai que les 40 premiers de l'étape. Donc vous aurez les classements, j'espère, dans la description de la vidéo, où là les classements seront peut-être un petit peu plus détaillés du côté de la Ineos. Mais en gros, pour le moment, je n'ai que Axel Laurence, c'est-à-dire que les autres coureurs ont fini à plus de 5 minutes aujourd'hui, du côté des autres coureurs de la Ineos. Mais encore une fois, l'équipe faiblarde qu'on a emmenée, quoi. Vraiment, il faut remonter il y a très longtemps pour avoir une équipe aussi faible du côté de la Ineos, au départ d'une course. Parce que là, c'est vrai que dès le départ, on savait qu'il y avait quand même très peu de chances que du côté de la Ineos, on en ait un qui soit bien classé au général. C'est Langelotti n'a pas fait de miracle. Omar Fraile, il est plus proche de la fin de carrière que du début. Là aussi, ça n'a pas vraiment marché. Donc, mais surprenant quand même du côté d'Ineos de venir, en gros, que jouer les étapes. C'est pas habituel du côté de la formation britannique. Je vous montre pas les différents classements parce qu'encore une fois ils ne sont pas à jour alors qu'il est 18h55, ça c'est toujours l'idéal. Donc je vous montre l'étape de demain, étape numéro 4, on part de Beazain pour aller à Markinac chez Mehain, 170 km au programme Lizoua. C'est un peu comme la journée de cette étape numéro 3, c'est-à-dire des petites bosses très courtes sur des routes pas très larges. La différence, c'est que Lizoua, c'est plus long. C'est plus du double de ce qu'on a eu aujourd'hui comme dernière bosse. Par contre, il y a un petit peu moins de difficultés au cours de la journée. Voilà, on va dire que ça compense entre ces deux étapes. Mais c'est vrai que Lizoua, on a des passages à 20%, 3 km 5, 9,6 de moyenne. C'est noir, sur le graphique, je ne vous ai pas montré le graphique détaillé de la montée, c'est noir, donc c'est-à-dire qu'on est à plus de 9% à chaque fois. Et il y a des passages vraiment très très durs du côté de Lizoua. Là encore, comme aujourd'hui, c'est-à-dire une arrivée où les 3-4 derniers kilomètres seront sur du plat, mais assez proche de la descente. Donc la différence, c'est qu'on est sur 170 km, aujourd'hui c'était 157. Mais ça reste un parcours assez similaire entre ces deux journées, et puis beaucoup de côtes, voilà, de troisième catégorie au fur et à mesure de la journée. Du côté de cette étape numéro 4. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc pour les classements, encore une fois, j'espère qu'ils seront affichés au moment de la mise en ligne de la vidéo. Sinon, il faudra attendre un petit peu plus tard dans la soirée. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armec Productions. Ciao, ciao!